Oh, bonsoir. Il était presque aussi en forme que le vendredi soir sur CNews, Philippe de Villiers. Chers amis, comme premier débat, la priorité des priorités, nos enfants. Et la question de l'éducation. J'ai retrouvé un chiffre qui est saisissant. Imaginez, 8% des Français seulement considèrent que le niveau des élèves est bon aujourd'hui. Pourquoi? Parlons des professeurs, les professeurs qui s'autocensurent. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il aujourd'hui ce bras de fer entre l'école publique et l'école privée? Pour débattre ce soir de la question de l'éducation, vous aurez face à vous Violette Spilbout, députée Ensemble pour la République du Nord, Anne Coffinier, fondatrice de Créer son école, Guillaume Prévost, secrétaire général de l'enseignement, et Chaim Corsia, grand rabbin de France. Mettez-vous ici. Merci à tous les quatre de venir débattre avec nous et d'être, peut-être pour la première fois, face à vos lecteurs et lecteurs et face aux Français. Pour commencer, vous avez une carte blanche. On a réfléchi à ça et vous allez pouvoir, en 1 minute, donner votre priorité de l'éducation. Et je vais me tourner vers vous, Violette Spilbout, puisque vous êtes députée. C'est vous qui pensez, votez, qui faites la loi aujourd'hui. Je sais que vous êtes très attachée à la question de l'éducation et des enfants. Et si je vous dis éducation, vous me répondez quoi? Bonjour Elliot, je réponds exigence. Exigence des niveaux scolaires. Il faut absolument qu'on renforce le niveau pour que chaque enfant puisse réussir à l'école. Ça veut dire les niveaux fondamentaux en maths, en français, en sciences, en sport aussi. Et ça veut dire aussi revaloriser la validation, notamment le brevet des collèges, le baccalauréat. Et puis c'est aussi l'exigence de sécurité et de retour de l'autorité à l'école. Vous le savez, à l'école, il faut instruire, mais il faut aussi éduquer aux règles du civisme, de la citoyenneté, au respect du vivre ensemble, à la lutte contre le harcèlement, et soutenir les enseignants, soutenir des élèves dans l'école, vérifier que l'autorité est respectée partout, c'est la base de l'éducation réussie pour tous. Je me tourne vers vous, Guillaume Prévost. Vous êtes secrétaire général de l'enseignement catholique. Merci d'être avec nous ce soir. Je vais vous poser la même question. Vous avez 1 minute, une carte blanche. Si je vous dis éducation, vous me répondez quoi? Je vous réponds alliance. Parce que l'éducation, ça ne peut être qu'une alliance, ça ne peut être qu'une œuvre d'alliance. Une alliance d'abord avec les familles. Parce qu'on ne fera pas l'éducation des enfants sans les parents. Or, tout notre système éducatif ne cesse d'exclure sans cesse les premiers éducateurs des enfants que sont les parents. Un enfant aime ce qu'aiment les gens qui l'aiment et qu'il aime lui-même. La deuxième alliance, indispensable, c'est entre les éducateurs. Un enfant a besoin d'un coach sportif, d'une assistante maternelle, d'un AESH pour les enfants en situation de handicap. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'alliance entre ces personnes. Et une des grandes difficultés auxquelles fait face notre système éducatif, c'est que ces personnes ne cessent de se renvoyer la responsabilité des difficultés de l'enfant. Il faut sortir de cette défiance pour entrer dans l'alliance des éducateurs. Et puis, dernier, last but not least, c'est une alliance entre les générations. Parce que l'éducation, c'est une œuvre qui se transmet de génération en génération. Quand aujourd'hui, 20% des enfants sont anxio-dépressifs, la consommation de psychotropes a augmenté de 250% chez les jeunes depuis le Covid. Il y a une rupture du lien entre les générations qui est une crise d'espérance. C'est à cette crise d'espérance qu'il faut que nous nous attachions à répondre ensemble. Alliance, espérance. Anne Coffinier, vous êtes avec nous. Ravi de vous retrouver ce soir. Vous êtes fondatrice de Créer son école. Si je vous dis éducation, vous répondez quoi aux 4000 personnes qui sont face à vous? Merci, Elliot Deval. Eh bien, moi, je dirais tout simplement choix. Parce qu'aujourd'hui, il y a une minorité de gens qui peuvent choisir leur école, notamment choisir leur école privée, et il y a une majorité qui ne peuvent pas. Et on nous parle beaucoup d'égalité, mais l'égalité, ça passe par la possibilité de choisir la meilleure école qu'on estime être la meilleure école pour son enfant. Et c'est cette égalité-là qu'il faut rétablir en rendant possible le choix de l'école libre pour tous ceux qui le veulent. Et c'est possible que si financièrement c'est possible. Et ça veut dire qu'aujourd'hui,
Il faut changer les modalités de financement pour que chacun puisse choisir l'école de son choix, privée ou publique. Dans l'école publique, il y a des professeurs exceptionnels qui font parfaitement leur métier. Dans l'école privée, il y a des professeurs exceptionnels, mais nous, les parents, vous, les parents, vous avez le choix et vous avez le droit à ce choix. Et donc, s'il y a un mot que je veux dire ce soir, c'est donnez-nous les moyens d'avoir ce choix. Aucun enfant ne doit être l'otage d'une école qui le conduit à l'échec. Bonsoir Raïm Corsia. Vous êtes grand rabbin de France. Vous êtes très attaché évidemment à la question de l'éducation de la jeunesse. Vous nous dites quoi en une minute? Je suis très attaché à l'école. Je pense que si on définissait le judaïsme, ce serait la transmission, donc l'éducation. Je pense que la première chose essentielle à l'école, c'est de considérer que tout ce qu'on apprend, c'est formidable, mais le but, c'est de former d'extraordinaires citoyens engagés. Et donc, il faut faire rentrer le monde dans l'école. Elle ne peut pas vivre en autarcie, complètement fermée à l'extérieur. Regardez la difficulté qu'on a, par exemple, pour trouver des stages pour les jeunes, pour qu'ils aillent rencontrer le monde. Donc, il faut que ce monde rentre dans l'école. Vous avez dit quelque chose de très juste pour moi, c'est la notion d'espérance. Il faut rendre l'école fun. Il faut qu'on trouve les moyens pour que les enseignants qui essaient de faire ce qu'ils peuvent retrouvent cette joie, eux, d'enseigner, que les enfants, quel que soit l'âge, aient la joie de recevoir et qui est autre chose qu'une sorte d'obligation. Alors, je pense que cela, ça se fabrique, ça se construit de manière collective, les parents, évidemment, mais l'ensemble de la société. On ne peut pas déléguer à l'éducation nationale « faites ce qu'il faut pour nos enfants », alors que c'est la chose la plus précieuse que nous ayons. Donc on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe, on ne peut pas considérer que le temps que nos enfants passent à l'école, ce n'est pas un temps qui nous concerne. On doit à la fois respecter l'école, mais s'y investir profondément. S'il y a une sorte de désintérêt, pire que du désintérêt, de l'indifférence, alors c'est un échec pour l'ensemble de la société. Indifférence peut-être aussi quand on voit la situation de nos enseignants. Parce que si crise de l'éducation il y a, dans cette crise il y a... Et elle peut s'expliquer par la crise de l'enseignement. Plus d'un professeur sur deux s'est déjà auto-censuré pour éviter un possible incident portant notamment sur les questions de religion. Madame la députée, de quoi cette autocensure est-elle le nom selon vous? D'abord, je pense qu'il faut qu'aucun professeur n'ait la peur au ventre avant d'arriver en classe. C'est inimaginable en réalité. Et pourtant, ça se produit parce que dans l'enseignement de l'histoire de France, de la géopolitique, de l'actualité parfois, il y a des tensions dans la classe, mais aussi dans des cours de SVT sur l'éducation à la vie sexuelle et affective. Il peut y avoir sur l'égalité femmes-hommes à cause de la culture, du culte parfois, des freins et des tensions entre les élèves. Donc moi, je crois qu'il faut que sur ces enseignements, il y ait énormément d'accompagnement des professeurs à la formation pour pouvoir aborder ces questions, y compris dans des classes où c'est difficile. Ce n'est pas le cas partout, mais ça arrive de plus en plus souvent. Il faut aussi que ces professeurs soient soutenus quand ils sont agressés, insultés dès le premier mot d'incivilité dans l'école. Il faut qu'il y ait des sanctions, un barème de sanctions plus sévère dès le début pour ne pas laisser dériver dans la classe des difficultés qui sont finalement liées aux différences que l'on a, et on doit réapprendre la tolérance. Je me tourne une nouvelle fois vers vous, Raïm Corsia, vous êtes grand rabbin de France. Est-ce qu'on a conscience aujourd'hui qu'en France, sur notre sol, vous avez des professeurs qui se disent « je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas parler de ça parce que je sais que ça peut créer des tensions dans ma classe et que peut-être qu'en sortant de mon école, je vais être menacé, insulté. Qu'est-ce qu'on fait? » Oui, parce que c'est une crainte pour leur vie. Moi, j'ai des exemples, c'est pas récent. Non. En 2002, le ministre de l'Éducation me disait que, par exemple, il n'y avait aucun élève juif dans le public dans le 93, sauf à Pavillon-sous-Bois et au Rincy, 2002. Et croyez-moi, ça ne s'est pas amélioré. Donc le principe, c'est qu'il y a des sortes de manœuvvres d'évitement des sujets et parfois des élèves. Quand vous lisez par exemple un livre terrifiant d'un ancien proviseur d'un lycée technique qui était à Marseille, qui raconte, qui reçoit un élève juif et il dit à ses parents « Écoutez, vous êtes formidable dossier, mais je ne peux pas vous garder chez moi, je vais appeler mes collègues et je vais vous trouver une place pour votre enfant. » C'est terrible, c'est en fait une capitulation. Et moi, je n'aime pas la capitulation, et pas que depuis 40. J'estime qu'on ne peut pas capituler quand on a une responsabilité collective qui est d'élever les enfants. C'est-à-dire que si on fait le choix de cette vocation, on doit la porter toujours, et
Madame la députée, vous avez raison. Là, je ne sais pas en général, mais là, c'est qu'on ne peut pas abandonner les profs en leur disant, en gros, la pire des choses qui soit, ce que racontait une fille formidable qui a écrit un livre qui s'appelait La ferme des énarques. Elle disait, ce qu'on nous apprend, c'est PDVMV, PDV. Alors je vous donne... Pas de vague. Pas de vague, mon vieux, pas de vague. Voilà le mantra qu'on entend trop souvent. Il faut oser se confronter à la réalité et faire plier la réalité à la volonté collective. Parce qu'au fond, la volonté collective du pays, c'est que ça marche. Le secrétaire général que vous êtes de l'enseignement catholique, Guillaume Prévost, le pas de vague. Est-ce que ça touche aussi les professeurs qui sont au sein de ces écoles catholiques? Écoutez, moi je vais peut-être vous décevoir, mais j'ai parlé d'alliance, donc c'est pas pour creuser les clivages. Je crois que les enfants, quels qu'ils soient, ils sont bienvenus dans nos écoles. On dit nos écoles sont ouvertes à tous, et d'ailleurs il y a des enfants de toute religion, de toute culture, de tout niveau social, culturel dans nos écoles, et ils sont tous les bienvenus. Prenons un peu de hauteur sur les enjeux éducatifs, notamment sur la condition enseignante. Enseignement moral et civique, éducation artistique et culturelle, éducation à l'égalité entre les filles et les garçons, éducation au développement durable, éducation à la santé, éducation à l'alimentation. Et surtout, n'oubliez pas le programme. Ça ne peut pas marcher. Vous voyez bien que ça ne peut pas marcher. Personne ne peut faire tout ça. Personne. Et je ne parle pas de individualisation des enseignements, contrôle de l'administration, etc., etc. Le métier d'enseignant est devenu impossible. C'est clair. C'est un métier qui est devenu impossible et nous en avons tous fait l'expérience pendant le Covid. Tous. Prenons la mesure de la crise profonde de la condition enseignante et arrêtons de vouloir tout faire à l'école. Moi, j'ai dirigé pendant longtemps un think tank qui s'appelle Vers le haut, qui a été créé par les apprentis d'Auteuil notamment, et notre conviction, c'était la suivante, l'école ne peut pas tout. Et plus l'école fait, moins elle est bonne sur son cœur des métiers qui est la transmission des savoirs. Donc la crise de la condition enseignante, elle est liée fondamentalement aujourd'hui au fait que nous demandons beaucoup trop à nos enseignants. Laissons-les faire leur métier, faisons-leur confiance, arrêtons de vouloir les contrôler, arrêtons les chocs de ceci ou les chocs de cela, faisons-leur confiance. La confiance, on l'a bien compris. Vous voyez, Haïm Corsia, vous souhaitiez apporter une précision. Je voulais le remercier. Ah, ouais, non, parce que je voulais remercier. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Je veux remercier l'enseignement catholique parce que ces petits jeunes, et juifs en particulier, qu'on extrait, qu'on ne peut pas mettre parfois dans le public, ils sont reçus parfaitement bien avec le respect de leur caractère propre dans l'école catholique. Et je peux vous assurer qu'il y a des établissements catholiques où il y a peut-être un tiers de chrétiens, un tiers de juifs et un tiers de musulmans, parce que vous accueillez tout le monde. Et merci d'être au fond une école profondément républicaine. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Et je sais que, Anne Coffinier, vous souhaitez parler de la liberté scolaire, mais peut-être le mot de la fin sur l'autocensure des professeurs. Oui, l'autocensure est une réalité indéniable et de plus en plus invalidante dans l'éducation nationale. Et la réalité, il faut quand même le dire, autocensure sur la Shoah, par exemple, autocensure sur bien des questions. Et la réalité, c'est tout simplement que les professeurs ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie. Ils ne sont pas soutenus par le rectorat, ils ne sont pas soutenus par le gouvernement quand il se passe quelque chose. Comment l'école va être capable d'enseigner le courage aux jeunes générations si elle-même évite les sujets qui fâchent? Ce n'est pas possible. Donc, au-delà de la question technique d'autocensure, c'est savoir quelle génération d'enfants on veut faire. Et si on veut arrêter avec ce problème-là, il n'y a pas 50 solutions, il faut être très strict, comme disait Madame la députée. Et moi, j'irai jusqu'à des exclusions définitives très rapidement, dès lors qu'il y a des menaces sur le personnel enseignant. Les professeurs ont le droit d'enseigner sans être menacés, sans avoir leurs pneus crevés. La République n'a d'obligation de scolariser les enfants que pour autant qu'ils la respectent. Sinon, l'éducation nationale arrive à la situation paradoxale de vivre selon une laïcité qui exclut les religions et toutes les questions de sens qu'elles concernent du champ de la pensée, ce qui est un appauvrissement terrible, sans pour autant protéger les élèves de subir l'entrisme islamiste.
Voilà pour la première thématique. Et ayons évidemment une pensée pour tous les professeurs, ayons une pensée pour la famille de Dominique Bernard et de Samuel Paty. Je sais qu'il faut en parler attentivement. Alors n'oubliez Ne pas, jamais les oublier. N'oubliez pas le premier professeur que malheureusement on a toujours tendance à oublier, Allez-y. Jonathan Sandler à Toulouse. Ça va mentir. Le bras de fer, à présent. Le bras de fer entre l'école publique et l'école privée. Parfois on parle de guerre scolaire. C'est très étrange comme terme. Pourquoi je vous parle de ça je suis tombé sur ce chiffre assez intéressant. À la dernière rentrée, vous avez plus de 5000 classes qui ont fermé dans le public, contre 530 classes pour les écoles privées sous contrat. Et en revanche, les écoles libres ont ouvert 400 classes supplémentaires. La question que je me pose, c'est comment vous expliquez que les parents aujourd'hui viennent à privilégier l'école libre, l'école privée, plutôt que l'école publique, Madame la députée? Déjà, je crois que ça dépend des endroits, mais il faut rappeler une chose, c'est que non, pour moi, cette guerre, elle n'existe pas entre le privé et le public, parce que le privé sous contrat, l'enseignement privé sous contrat, remplit une mission de service public. En fait, l'argent public du contribuable, votre argent, finance l'enseignement et les programmes, quel que soit le lieu choisi par les parents. Vous l'avez rappelé, madame, les parents ont le choix d'inscrire leur enfant dans l'enseignement qu'ils souhaitent, et il faut privilégier ce choix, il faut faire en sorte que l'enseignement soit égal pour tous. Moi, ce qui m'importe en tant que parlementaire, c'est qu'il y ait un contrôle de l'État qui soit juste partout sur le financement, sur le respect des programmes et sur le climat scolaire, parce que dans la commission d'enquête sur laquelle j'ai travaillé, sur les violences qui ont été faites aux enfants dans de nombreux établissements publics, privés, pendant des années, eh bien, ces enfants, il n'y a pas de différence entre eux. Ils n'ont pas choisi là où ils vont à l'école et il faut que les contrôles soient les mêmes pour tous. Voilà mes convictions, celles que je partage, je crois, avec plusieurs ici. Vous parlez de Madame la députée de contrôle. Je vous ai vu tiquer, Anne Coffinier, au moment justement de cet échange sur le contraire et surtout lorsque Madame la députée disait en soi, il n'y a pas de guerre il n'y a pas de guerre scolaire. Privé, public, ça n'existe pas, ce bras de fer. Ça ne doit pas exister. Alors, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça ne doit pas exister. Par contre, il est clair que cette guerre existe. Et c'est une guerre très spéciale parce qu'elle a été même théorisée par la gauche au moment du serment de Vincennes, le 19 juin 1960. Et c'est au cœur de la culture de gauche. Donc cette guerre, elle est bien menée. Et si on considère qu'elle n'existe pas, forcément, elle sera perdue. Et qui c'est qui perdra? Ce sont les enfants. Maintenant, il ne faut pas qu'elle existe. Pourquoi il ne faut pas qu'elle existe? Tout simplement parce que, comme le disait Condorcet, l'école publique a besoin de l'école privée. L'école publique a besoin de ne pas être seule à occuper le spectre pour tout. Et donc, on est tous solidaires de la même situation et des enfants. Et je vous rappelle que 40% des enfants passent au moins un moment dans le privé. Et qu'il y a 60% des familles qui voudraient mettre leur enfant dans le privé s'ils le pouvaient. Donc en fait, on est tous dans la même barque, sauf qu'il y a des gens qui font la guerre, tout en disant qu'ils ne la font pas, et il y a ceux qui la subissent. Donc moi, je crois qu'il est fondamental de bien savoir qu'il n'y a pas de citoyens de seconde zone, et que les parents ont donc le droit de choisir de mettre leur enfant soit dans l'école libre, soit dans privé ou hors contrat, sous contrat, hors contrat, soit dans l'école publique, et même de faire l'école à la maison, n'en déplaise à certains. Et donc cette liberté-là, il faut la chérir, il faut la défendre et surtout, et je suis sûre que vous y serez sensible, Madame la députée, il faut la rendre accessible à toutes les bourses. Aujourd'hui, ça reste un privilège de ceux qui peuvent. Et quand on nous dit que c'est scandaleux parce que l'école privée, finalement, crée des discriminations, accroît les inégalités, mais qu'on la rende accessible financièrement à tous sur la même base économique que l'école publique, et il n'y aura plus aucune discrimination. Alors, Guillaume Prévost, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'enseignement catholique. Vous parlez d'alliance. Si alliance il doit y avoir, c'est qu'il y a peut-être parfois confrontation. D'abord, je voudrais vous dire que Pépone Don Camillo, ça doit avoir presque une centaine d'années, et je pense que, allez, non, un peu moins, enfin l'époque du film. Et à mon avis, les jeunes qui sont au collège aujourd'hui, ils savent pas qui est Fernandel. Donc arrêtons ces vieilles histoires, ça n'a aucun sens. C'est pas l'enjeu. Qu'est-ce qui se passe pour de vrai? Et pourquoi on ressuscite des vieilles lunes? Il se passe que nous ne faisons plus d'enfants. Il se passe qu'il y a 900 000 enseignants en France,
et qu'il va falloir fermer des écoles. Et que donc tout le monde est en difficulté. Public, privé, hors contrat, tout le monde est en difficulté. Parce qu'on ne fait plus d'enfants. Et donc, certains ont cru bon d'expliquer à l'éducation nationale que son salut passait par la mise à bas des écoles catholiques, en particulier, des écoles privées en général. C'est une erreur profonde. Parce qu'une école publique, laïque, gratuite et obligatoire, monopolistique, serait parfaitement incompatible avec la liberté de conscience. Reconnue par les conventions internationales, la liberté de conscience implique pour les parents de pouvoir choisir un projet éducatif pour leur enfant. Donc l'école publique, pour survivre, a besoin d'une école privée à côté. Et je voudrais conclure en disant, arrêtons les vieilles lunes, le sujet c'est pas ça, le sujet c'est la responsabilité des décideurs. 50% des enfants sortent de 3e après 10 ans d'études sans savoir lire correctement. J'ai parlé de la situation en santé mentale. Le sujet, c'est comment nous mobiliser en tant que société, en tant que nation, pour relever l'immense défi éducatif, pas de rejouer la querelle des rouges, des bleus, des jaunes, de Schtroumpf et de Gargamel. C'est pas le sujet. On s'est trompé de question ? Vous êtes trompé de question. Raïm Corsia, il nous reste quelques secondes avant le prochain débat, qui je sais va plaire aux personnes qui sont présentes et ceux qui nous regardent. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, en rajoutant en plus que je ne veux pas de l'école privée que comme la nécessité juridique pour que l'école publique puisse exister. Il y a ce qu'on appelle le caractère propre, et il y a cette liberté de choix de certains programmes qu'on ajoute, il y a cette façon de transmettre les savoirs, une façon qui est une façon humaniste, une façon plutôt orientée, mais qui est dans le cadre républicain, parce que ce sont les programmes et que être sous contrat, c'est être soumis à des programmes qui sont définis par la République. Et moi, je vous mets au défi de m'expliquer pourquoi il y aurait tous les enfants du privé, quel que soit ce privé, qui seraient moins des enfants de la République que ceux du public. Et je vous dis ça alors que moi, j'ai fait toute ma scolarité en public. Mais mes enfants, par exemple, ont choisi, pour certains, c'était plus adapté le privé catholique, pour d'autres, c'était plus adapté le privé juif, pour d'autres, le public. Au fond, c'est la liberté, et je voudrais voir pourquoi, juste dans le domaine éducatif, on oublierait un des piliers des triptyques de notre République. Eh bien, merci à tous les quatre. C'était passionnant de vous écouter sur la liberté scolaire.